Bonjour. Pour vous aider à faire une révision du chapitre 1, nous allons parcourir un peu rapidement ce chapitre pour revoir les grands traits essentiels. Dans l'activité 1, on se rappelle qu'on parlait de la matière vivante qui est formée d'un ensemble de composants. Et évidemment, ces composants sont soit organiques, soit inorganiques, ou plus communément qu'on appelle les substances minérales, que nous allons détailler dans le reste du chapitre. L'énergie provenant des activités cellulaires va être utilisée pour les différentes fonctions de la cellule et elle provient essentiellement de notre alimentation et ceci grâce à une réaction qui a lieu dans les mitochondries des cellules et qui est l'hydrolyse de ce qu'on appelle la molécule d'ATP et qui est l'adénosine triphosphate. Donc, cette réaction a lieu dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens qui n'est pas indiqué là, lorsqu'on a besoin d'énergie, et elle est stockée, cette énergie est stockée sous forme d'ATP lorsqu'on veut, stocker de l'énergie. Ensuite, on a vu le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations chimiques et énergétiques dans l'organisme. Ce métabolisme comprend deux catégories essentielles, la formation ou bien la synthèse de structures complexes ou de molécules complexes et qui est l'anabolisme. Et en contrepartie, le catabolisme qui est la dégradation des grandes molécules en petites molécules. Toutes ont comme carburant essentiel le dioxygène qui provient de l'air, de la respiration, et des aliments qui sont ingérés lors de l'alimentation et qui sont digérés pour permettre cette formation. Et il y a pas mal de déchets qui sont rejetés et c'est là que vraiment nous percevons que notre organisme est une usine de fabrication de matière vivante de manière continue, mais qui a besoin toujours de respiration et de digestion. Les nutriments sont les sources de la matière et de l'énergie. Ces nutriments qui proviennent de l'alimentation, on les connaît depuis la classe de Ebenhoff et qui sont les sucres simples, les acides gras et le glycérol pour les lipides, les acides aminés pour les protéines et l'eau et les sels minéraux. Voilà. Les carences énergétiques globales. On a vu que le marasme est la plus grande carence énergétique. Elle touche surtout les pays pauvres. Les enfants ont un poids qui est inférieur à 20% d'un poids normal. Et il existe évidemment aussi des sous-nutritions d'origine psychologique ما كتير طرقنا لهم اللي هن par exemple l'anorexie et par peur de devenir obèse on ne mange plus et c'est alors qu'on devient de plus en plus maigre. Pour détecter le marasme ou bien une carence énergétique globale, on a vu qu'il y a un indicateur qui est très important, qui est l'indice de masse corporelle, IMC, ou Body Mass Index, BMI en anglais. C'est la masse en kilogrammes, et il faut écrire l'unité dans la formule, sur la taille en mètres au carré. Et l'unité de cette grandeur, quand on la calcule, elle est en kilogrammes par mètre carré. Évidemment, lorsqu'on a un indice de masse corporelle inférieur à 19 ou inférieur à 18,5, on est dans un état qui est de sous-nutrition, mais cette sous-nutrition est relative, évidemment. On n'a pas à retenir les valeurs, mais il faut savoir que dès qu'il y a un indice de masse corporelle qui est inférieur à 18,5 ou bien à 19, on est dans un état de sous-nutrition, et lorsqu'il est inférieur à 10, on parle de marasme, évidemment. Ensuite, les effets de la sous-nutrition, il n'y a rien à retenir, mais il y a à avoir une idée que ces complications peuvent aller d'anomalies cardiovasculaires jusqu'à des difficultés aux différents organes.
Voilà, les agressions diverses comme les différentes atteintes en milieu hospitalier vont aussi devenir de plus en plus graves. Donc, lorsqu'une personne est hospitalisée et qu'elle n'est pas bien nourrie, elle a plus de chances, malheureusement, d'être atteinte par une létalité, c'est-à-dire de mourir par rapport à une personne qui est bien nourrie. L'énergie et le métabolisme. La mesure de la consommation d'énergie est mesurée à l'aide donc la consommation d'énergie, puisqu'il n'y a pas d'instrument de mesure de l'énergie en tant que tel, il y a des instruments qui permettent de mesurer la consommation de dioxygène de l'air. Et on a retrouvé une formule qui pourrait être adéquate à ce cas-là et qu'il faut connaître. 1 litre de dioxygène inspiré va libérer 20 kJ. Et c'est alors qu'on peut effectuer un produit en croix pour retrouver soit l'énergie libérée par un tel volume de dioxygène ou bien le volume de dioxygène nécessaire pour libérer une telle valeur d'énergie. Il faut connaître la définition du métabolisme de base qui correspond à l'énergie inévitable nécessaire à une activité physiologique minimale et à l'entretien de l'activité des organes vitaux. Et les voilà. Ce métabolisme basal, pour le mesurer, il faut avoir des conditions à connaître. Il faut être à jeûne, il faut être allongé, à jeûne depuis 12 heures à 18 heures pour un jeûne protéique. Il faut être allongé, éveillé. Il faut être au repos physique et émotionnel et dans les conditions de neutralité thermique. Les facteurs de variation du métabolisme basal, ils peuvent aller de l'état physiologique, c'est-à-dire pour une femme enceinte, ce n'est pas la même chose que pour une femme qui n'est pas enceinte et une femme qui allaite, et ça dépend du trimestre aussi, et pour une femme qui allaite, quand même, il y a des suppléments qui sont nécessaires afin d'entretenir son activité. Donc, il dépend de l'état physiologique, il dépend du sexe, différence entre hommes et femmes, et il dépend quelque part du climat. Voilà, la dépense énergétique dépend de l'ingestion à partir d'un repas et l'organisme possède un pic de dépense énergétique dans les premières et deuxièmes heures qui suivent le repas et ensuite elle diminue puisqu'elle n'est plus nécessaire. Les types d'aliments maintenant, nous allons commencer par les aliments énergétiques, les glucides et les lipides. Il faut avoir une idée, pas comme en chimie en détail, mais au moins savoir les 3 grandes catégories de glucides et savoir que notre organisme est capable dans un milieu qui est pauvre en glucides ou dans le cas d'une carence en glucides dans le milieu ou bien dans le régime alimentaire, de fabriquer des glucides à partir des protéines, et ceci grâce à ce qu'on appelle la néoglucogenèse. Et lorsque les différentes réserves de glucides et de protéines sont alors consommées, c'est alors qu'on parlera de sous-nutrition, comme on a vu précédemment dans le cas du marasme. وحكينا وقتها اكزامبل مهم انه ما حدا بيموت من الجوع الا ما يكون مرق بكل هول الكا، يعني من بعد ما استنفذ كل شيء في عنده alimentation بطل معه ياكل، من بعدها le stock de glycogène et de sucre complexe qui permet à travers les muscles et le foie et même l'utérus dans le cas de la femme, de l'endomètre pour fabriquer du glucose qui est nécessaire, et même jusqu'après la phase de يعني وقت اللي بيخلص هيدا الستوكاج وبيخلص كمان البروتين والليبيد اللي بيقدروا يعملوا كمان glucides, c'est alors qu'il mourra de faim et on parlera alors de carence énergétique globale. Les lipides, les principaux lipides alimentaires sont les triglycérides et on a différents acides gras. Ces acides gras peuvent être saturés ou polyinsaturés. On a fait ici une expérience تنختصرها بالاخر فرجتنا انه afin que l'organisme puisse continuer à survivre, il faut que son régime alimentaire en lipides
même s'il n'est pas trop riche en lipides, il ne faut pas qu'il soit riche وبنعرف ليش من بعدين. لازم يكون منوع بالacide gras, c'est-à-dire il faut qu'il soit varié en acides gras, surtout polyinsaturés. Les protéines, la synthèse des protéines a lieu à partir de l'ADN, du gène يعني, suite à deux phénomènes rapidement dont vous n'êtes pas responsable des détails, la transcription ou traduction. Le kwashiorkor, on l'a vu comme étant une maladie qui possède les symptômes que vous connaissez déjà. C'est une maladie qui est due en carence, pas en protéines, mais en certains acides aminés, qu'on appelle acides aminés limitants, entre autres la lysine. Et pour savoir vraiment que c'est la lysine qui en est responsable, la carence en lysine, pardon, qui en est responsable, il fallait faire le calcul de la valeur biologique des différents acides aminés. On fait toujours le calcul de la valeur biologique d'une protéine, des acides aminés qui constituent une protéine, par exemple celle du maïs, puisque le régime alimentaire des enfants qui sont atteints de kwashiorkor est strictement constitué de maïs après le sevrage par rapport à une protéine de référence qui est la caséine ou bien la zéine du lait. On parle d'acides aminés essentiels ou bien d'acides gras essentiels ou de vitamines essentielles ou de substances essentielles lorsqu'elles ne peuvent être fabriquées dans l'organisme et c'est alors qu'il faut les apporter par l'alimentation. Les vitamines, il faut savoir qu'il y a deux catégories de vitamines qui sont les vitamines hydrosolubles et liposolubles. Les vitamines liposolubles sont les ADEC, A, D, E et K, et les vitamines hydrosolubles sont B et C. Elles sont toutes très importantes à l'organisme. Il faut avoir une idée de la vitamine C, de la vitamine D, de ce qu'elles sont en quoi elles sont vraiment importantes et dans certains aliments où on peut les retrouver. La carence en vitamine C conduit au scorbut, la carence en vitamine D conduit au rachitisme, évidemment. Le reste, il faut en avoir une idée uniquement. Enfin, les sels minéraux et l'eau. La carence en eau, parmi toutes les carences, c'est celle la plus grave puisque notre organisme a besoin continuellement de ce liquide vital. Et les sels minéraux sont très, très importants aussi. Il faut savoir qu'on a besoin de sels de calcium et de phosphore pour nos dents et pour nos os. Les sels d'iode sont très importants pour entretenir la glande thyroïde et pour éviter les problèmes de croissance et les myxodèmes, et ainsi que les sels de fluor et les différents autres sels. À partir de là, vous pouvez revoir les activités et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez nous poser les questions à n'importe quel moment. À bientôt.